Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un procédé littéraire qui vous pose problème depuis la 6e et jusqu'au bac français, les figures de style. Je ris parce que je sais que peu importe à quel point vous les étudiez, il y a toujours un problème pour les repérer. Pourtant, elles sont essentielles au travail du commentaire composé et du commentaire linéaire. Je vais commencer par une simple, mais que vous devez absolument retenir. C'est un groupe qui s'appelle les figures d'analogie. Elles sont de la même famille. Première chose, si jamais vous repérez une figure d'analogie, à savoir comparaison, métaphore, personnification et allégorie, dans le cas où vous n'êtes pas capable de les identifier totalement, n'hésitez pas à écrire « Nous pouvons observer qu'il y a dans ce texte une figure d'analogie ». Dans ce cas, vous l'expliquez, vous l'explicitez et le correcteur vous attribuera au moins le mérite d'avoir trouvé cette figure d'analogie et ne vous tiendra pas rigueur si vous n'avez pas pu l'identifier totalement, si vous n'avez pas pu déterminer la différence entre métaphore, comparaison, allégorie ou personnification. Bien sûr, ce ne sont pas les plus difficiles, vous êtes tout à fait capable de les identifier. Néanmoins, c'est un conseil que je préfère vous donner. Alors, la première, la plus facile, la comparaison. Comme vous le savez, la comparaison est un rapprochement de deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison. C'est-à-dire que vous avez deux idées que vous allez comparer. Pour les comparer, vous allez utiliser un instrument, un outil que vous connaissez, le comme, mais pas que, le tel que, le aussi que, le il semble que. Et oui, il faut faire attention à ça. Ce sont des amis, ce n'est pas totalement le comme que vous allez retrouver. Néanmoins, rappelez-vous qu'en poésie, il n'est pas toujours plaisant d'écrire comme. Il est peut-être plus agréable d'écrire tel que, aussi que, il semble que. C'est donc une comparaison. Je vais vous donner un petit exemple. Dans la phrase « Il est rusé comme un renard ». Alors, la première chose que vous allez identifier et qui va vous permettre de comprendre si c'est une comparaison, évidemment, c'est le comme, qu'on appelle outil de comparaison. Ensuite, il faut chercher le comparé. En l'occurrence, dans la phrase « Il est rusé comme un renard », qui est-ce qui est comparé? Logiquement, c'est le « il », le sujet. Puis ensuite, vous avez le comparant. Dans la phrase « Il est rusé comme un renard », logiquement, qui est le comparant au « il » ? C'est le renard. Ainsi, vous avez déterminé ce qu'est une comparaison. Vous l'avez décortiqué. Mais attention, au sein d'un commentaire, ce n'est pas uniquement ce qu'il faut faire. Vous ne devez pas vous arrêter à la comparaison uniquement ou à son explication. Vous devez expliciter la comparaison, signifier à quoi elle sert, quel est son but dans la phrase et ce qu'elle provoque dans le texte. En l'occurrence, dans mon exemple, je cherche à expliquer qu'une personne est totalement rusée, est intelligente, intrépide et malicieuse. Comment faire? Pour ajouter un peu de poésie ou simplement donner une image, tout simplement, je la compare à un renard, car nous savons tous qu'un renard est très rusé. Voici pour la comparaison. Je vais poursuivre avec une autre figure d'analogie qui est la métaphore. Alors, la métaphore, c'est exactement la même chose. Ça reste un rapprochement d'éléments, mais cette fois, vous n'avez pas l'outil de comparaison. Vous n'avez pas de comme. Il s'agit simplement de deux images, de deux idées que vous mettez en commun. Sauf que cette fois, rien ne les sépare, rien ne les lie. Ce n'est pas la plus difficile, mais justement, c'est la plus subtile. Je vais vous donner un exemple pour expliciter ceci. Quelque chose de très poétique, de très joli et romantique. Elle a un teint de pêche. Logiquement, si vous étiez là dans la comparaison, vous auriez dit « Elle a un teint tel une pêche ». Ce serait une comparaison. En l'occurrence, la métaphore qui y ressemble n'en aura pas. Et nous dirons « Elle a un teint de pêche ». Quel est le comparé cette fois-ci? Logiquement, c'est le teint. Quel est le comparant? C'est la pêche. Voici le but de la métaphore qui, je vous dirais, aide énormément à transmettre, à sublimer, à créer une forme d'esthétique et une forme de poésie. À présent, je voudrais vous parler d'une autre figure d'analogie
qui est la personnification. La personnification qui, je pense, est très facile à trouver et qui est vraiment très intéressante. Pourquoi ? Il s'agit en fait d'attribuer des sentiments, des caractères humains, une faculté humaine à un objet, une plante, à quelque chose d'abstrait, quelque chose qui ne peut pas avoir de sentiments. Par exemple, vous pourrez tout simplement dire qu'une table est rêche comme une personne de mauvaise humeur, une table est furieuse comme une personne de mauvaise humeur. Bien sûr, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre la personnification. Une table, un objet abstrait, un simple objet sans sentiment, sans existence, ne peut avoir cette humeur qui est d'être furieux. Vous savez donc qu'il s'agit d'une personnification. Autre chose pour la personnification, vous pouvez utiliser cette phrase « La lune fuit devant nos yeux ». La fuite, le fait de courir. Pensez à des jambes qui courent et qui s'élancent, évidemment, c'est un caractère humain. La lune, qui est l'astre dans le ciel et dans l'espace, ne peut évidemment pas courir, pas s'enfuir. Dès lors, vous savez que c'est une personnification. Précédemment, nous avons parlé des figures d'analogie. Vous les avez évidemment comprises, il est nécessaire de les comprendre. À présent, il ne faut pas se satisfaire que des figures d'analogie, vous devez absolument connaître d'autres figures. Les figures d'atténuation et d'amplification. En les entendant, vous savez évidemment de quoi il s'agit. Alors, je vais commencer par les figures d'amplification, notamment l'hyperbole. Qu'est-ce que l'hyperbole ? C'est l'utilisation de termes exagérés qui a pour but d'insister et de renforcer une idée. Par exemple, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Une personne, pour signifier et renforcer l'idée qu'on l'a volée, qu'elle est atterrée, qu'elle est choquée par cette idée qu'on lui ait volé l'argent, utilise cette expression « on m'a coupé la gorge ». Évidemment, on n'a coupé la gorge à personne. Ensuite, une autre figure d'amplification, c'est la gradation. Très simple, vous énumérez des termes à la suite, mais par ordre croissant, c'est-à-dire qu'ils iront du plus petit au plus grand. Mais rappelez-vous, ce ne peut pas être simplement des mots collés côte à côte, non. Il faut qu'il y ait une impression de rythme quelque part. Il faut qu'il y ait une séparation rythmique de ponctuation entre les virgules. Vous devez absolument avoir le sentiment que quand vous énoncez ces termes, il y ait une hachure. Par exemple, va, court, vole et nous venge. Vous avez donc les verbes va, coule, venge, vole, les uns à la suite des autres. Mais si vous regardez, ils sont amplifiés, ils vont vraiment en masse, par croissance. Ils sont de plus en plus hauts. Vous commencez par aller, puis vous courez, et enfin vous volez. Et en ça réside la gradation. Elle est encore une fois dans le but d'insister. Et enfin, pour les figures d'atténuation, la plus simple, mais que vous allez retrouver énormément, peut-être même en poésie, je devrais dire, l'euphémisme. Quel est le but de l'euphémisme à part d'atténuer ? C'est surtout d'adoucir une réalité très très brutale. Par exemple, dans la phrase « il nous a quittés », évidemment vous aurez compris qu'il s'agit de signifier la mort d'une personne. Au lieu de dire « il est mort », de dire trop brutalement la réalité, de l'énoncer face à une personne, nous allons préférer une tournure un peu plus douce. Nous allons adoucir la réalité et utiliser « il nous a quittés ». En ça, l'euphémisme est utile. Nous avons parlé des figures d'analogie, nous avons parlé des figures d'atténuation et d'amplification. À présent, nous allons parler des figures que je considère vraiment extrêmement importantes, surtout en poésie, dans l'argumentation notamment, pour exprimer une idée. Je pense que ce sont les plus simples et surtout quelque part les plus amusantes. Les figures d'opposition. Alors, à commencer par ma préférée, devrais-je dire, et sûrement une que vos parents ont très souvent utilisée, l'antiphrase. Elle consiste dans l'idée de dire le contraire de ce que l'on pense à l'aide de l'ironie. Par exemple, « Quel beau temps !» pour signifier que le temps est immonde. Ou alors une phrase que vous avez vraiment dû entendre souvent. « Mais quelle belle chambre, dis-moi !» pour signifier que votre chambre est évidemment sans dessus-dessous. Très facile, l'antiphrase, je répète. Dire le contraire de ce que l'on pense et surtout utiliser l'ironie. Ensuite, nous avons une figure d'opposition qui s'appelle l'antithèse. Alors, l'antithèse est très importante à connaître car il s'agit de deux idées qui sont mises en parallèle mais surtout qui sont opposées.
À ne pas confondre avec l'oxymore, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'ai dit. Car l'oxymore, à la différence, est un réel rapprochement de deux termes opposés. L'antithèse, je répète, sont deux idées mises en parallèle, deux idées opposées, mais séparées par un mot, par une phrase, par une ponctuation. L'antithèse ne représente jamais une opposition entre deux mots collés et associés très proches. Alors que l'oxymore, qui y ressemble beaucoup et que vous confondez souvent, justement, est un réel rapprochement entre deux termes et vous les trouverez généralement côte à côte. L'antithèse, pour exemple, l'un m'aime, l'autre me hait. Vous avez une opposition entre l'amour et la haine. Il y a des mots qui séparent cette antithèse. Il y a seulement un parallèle, une opposition entre ces termes, mais ils ne sont pas rapprochés. Et en ça, vous devez absolument vous rappeler que c'est une antithèse, à ne pas confondre. Car si vous le confondez, là le correcteur vous mettra en faute. Il ne faut pas confondre l'antithèse et l'opposition, qui est l'oxymore. Et enfin, pour l'oxymore, un petit exemple. Cette obscure clarté. Vous reconnaîtrez bien que les mots sont tout à fait proches, ne sont pas rapprochés. Il ne s'agit pas uniquement d'idées opposées comme l'amour et la haine pour l'antithèse. Il s'agit vraiment d'une obscure clarté, de deux mots totalement opposés et collés. J'espère que vous aurez compris toutes ces figures de style qui sont très importantes à maîtriser. Je ne saurais ô combien vous répéter de les maîtriser pour le commentaire composé ou l'analyse linéaire. Ce sont même, je dirais, les premiers éléments que vous devez absolument analyser et trouver au sein d'un texte. Déjà de 1, si vous les trouvez, vous serez rassuré car forcément, en les expliquant, vous comprendrez l'essence même du texte. Bien, je vous retrouve sur Nouvelle-Classe et j'espère que vous aurez bien compris ces figures de style. Bien sûr, vous pouvez tout à fait me poser d'autres questions. A très bientôt sur Nouvelle-Classe.